Maya Paulin, donc, qui est notre consoeur du fauteuil 28, qui est autodidacte et qui a fait malgré être autodidacte, et non seulement ça gêne pas, mais encore des fois ça booste, a fait une brillante carrière dans les arts décoratifs, le commerce et l'industrie. Alors, je vais pas vous faire une longue et fastidieuse énumération des différentes fonctions qu'elle a eues, et que vous trouverez sur le Who is Who, fonction dans des agences, des associations ou des organismes auxquels son nom a été associé. Alors, très brièvement, elle a fondé en 1967 l'agence Architectural Design, qui deviendra en 1994 Euro RSG Design. Elle est membre de l'association pour la création industrielle depuis 1983 et de l'association pour la création des arts, la création en art décoratif. Elle a été membre depuis de 88 à 2005. Elle a été également conseillère au commerce extérieur de 1988 à 2005. Elle a été consultante chez Havas Worldwide de 85 à 98, puis chargée de mission chez Veolia de 98 à 2013. Elle a été secrétaire générale de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen de 2008 à 2016. Et puis nous connaissons tous son partenariat avec son mari Pierre Paulin dans le domaine du design. Elle est maintenant membre associé de l'entreprise qui s'appelle Paulin et Paulin et qui est chargée de la promotion à l'international des travaux de Pierre Paulin. Alors, Maya Paulin a organisé un certain nombre de colloques, en particulier un colloque franco-allemand sur les femmes et le travail en Europe demain, des expositions. Nous nous souvenons tous de l'exposition qu'elle a faite l'année passée, ou il y a 2 ans, l'année dernière, au musée des Vallées-Cévenols, qui s'appelait Design en Cévennes, Maya et Pierre Paulin. Voilà. Et toute cette brillante carrière a été couronnée de nombreuses décorations, puisque Maya Paulin est chevalier des arts et lettres, officier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. Vous voyez que ce que je vous disais tout à l'heure, une longue et brillante carrière. Voilà. Donc Maya Paulin va nous parler ce matin de le design. Oui, je vérifie que c'est bien la même chose. Le design à travers l'œuvre de Pierre Paulin, artiste, décorateur, créateur de meubles. Vous voyez, un destin. Je lui laisse la parole et merci de venir nous entretenir ce matin de ce sujet, Maya. Merci beaucoup. Bon. Tout à l'heure, juste avant, un petit clin d'œil à Mireille, qui m'a fait venir dans cette honorable académie il y a 12 ou 13 ans, et avec son mari, et que nous avions quitté un peu rapidement, Pierre et moi, pour revenir à l'instigation de votre épouse, entre autres, Monsieur Dedet, et du professeur Dimeo. Voilà. Qui va être bientôt là. Il va être retardé aussi par la dérivation. Donc, pour vous parler de Pierre Paulin, j'ai pensé que vous n'étiez pas forcément les uns et les autres un peu habitués à parler de design. Donc, je vais vous faire un petit tour mondial du design, de comment c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé. D'abord, ce nom qui a une consonance anglaise vient en fait du latin designare. C'est je dessine un peu à dessein. Et donc, c'est une devise que Pierre Paulin avait lui-même adoptée. Rapidement, le design, ce n'est pas un style, encore que très souvent on dit « Oh tiens, ça c'est du design ». C'est une manière un peu erronée de prendre... Voilà, ne l'avale pas. Je vais essayer. de prendre le mot. Je vous donne une petite anecdote. Il y a des années, il y avait un industriel qui s'appelle Strafford, qui avait un magasin à Paris, boulevard Haussmann. Il vendait des meubles de bureau et alors, il faisait travailler des esthéticiens industriels à l'époque. Il y avait un bureau qui était exposé en vitrine, qui valait, je vais dire n'importe quoi, mais 1500 €. Sur le bureau, vous aviez des objets, des cendriers, un certain nombre de choses, et il mettait le design en plus. Donc ça nous a fait sourire pendant de longues années, comme si le design c'était les petites choses qu'on avait rajoutées par-dessus. Voilà, très rapidement. Donc là nous allons faire un tour, c'est ce que je vous ai dit, en Allemagne.
Donc, vous avez sans doute tous entendu parler du Bauhaus, qui a été une école absolument extraordinaire, qui est née après la guerre de 14 et qui réunissait des artistes, des architectes, femmes et hommes, pour essayer de réfléchir ensemble à des projets sur l'architecture, sur l'habitat, sur la vie et sur l'art en général. Il est clair qu'à ce moment-là, et juste pour le clin d'œil, les femmes étaient effectivement entrées au Bauhaus, mais on les mettait plutôt du côté de la tapisserie et de la broderie. Elles ont dû quand même faire beaucoup d'efforts pour exister au milieu de ce monde-là. Vous avez quelques petits exemples rapides. C'est pas la peine de s'attarder. La chaise Vassili d'un monsieur qui s'appelle Breuer, qui est extrêmement connu. Et juste pour dire, le nazisme a chassé la plupart de ces gens vers l'Amérique, donc on les retrouve ensuite aux États-Unis, soit architectes, soit designers. Donc ensuite, après le Bauhaus, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a la création de l'école d'Ulm. Et l'école d'Ulm, c'est pas tout à fait la même chose. Ce sont plutôt des intellectuels qui se réunissent et qui veulent améliorer le sort des populations et des productions, les rendre utiles, les rendre valables, et donc de réfléchir à l'usage et à la forme. Et c'est vraiment eux qui ont impulsé la création de ce qu'on appelle plus tard le design. Vous avez là des psychologues, des architectes également, des sémiologues, toutes sortes de gens qui réfléchissent. Je vous ai mis un exemple d'un créateur qui a marqué, en tout cas ma génération, beaucoup. C'est Dieter Rams, qui travaillait pour Braun, et tous les produits qui ont été faits pour Braun, qui sont toujours exemplaires aujourd'hui en termes d'usage, de qualité, de durée, et même de réflexion sur les matériaux. Alors, je vous ai dit que tous ces braves gens sont tous beaucoup partis aux États-Unis pour créer une école, en particulier vivre à Chicago. Et ce qui est très très frappant en Amérique, c'est qu'on a une architecture tout à fait moderne qui prend en compte énormément de choses. À côté de ça, on a un mobilier totalement traditionnel. Et dans ces années-là, le mobilier vient principalement de Scandinavie. Voilà. Alors, est-ce que... Bon, vous avez aux États-Unis la création de deux entreprises qui sont l'une Herman Miller et l'autre Knoll, qui nous ont influencés. Moi, quand j'ai créé mon agence en 67, j'étais tout à fait admirative de ce qui se passait et des créateurs qui étaient réunis là-bas. Donc, ça a été une influence mondiale de ces individus que vous voyez là, soit chez Knoll, soit chez Herman Miller. Les deux entreprises existent toujours aujourd'hui, mais elles sont plus dans les mains de financiers et elles gèrent le patrimoine plus que d'apporter des réponses à des manières de vie d'aujourd'hui. Alors, aux États-Unis, ah oui, j'ai oublié, il y a eu un Français, un Lorrain, qui s'appelle Lowy, qui est arrivé aux États-Unis en 1919 chez General Electric comme ingénieur. Et très très rapidement, il s'est rendu compte que un petit peu de beauté pourrait améliorer la commercialisation des produits. Donc, il a été réellement l'initiateur de l'esthétique industrielle. Qu'est-ce que je pousse ? De l'esthétique industrielle aux États-Unis, en inventant une formule qui est less is more, moins on en fait, mieux c'est, et également d'une autre formule qui m'échappe, mais je vais la retrouver. Oui, la laideur se vend mal, que vous avez sans doute entendu. Au passage, il lance un concept en anglais qui est Most Advanced Yet Acceptable, dont les initiales donnent Maya. Donc j'étais prédestinée quelque part à rentrer dans cette histoire. Alors cet homme a été beaucoup un communicant, plus qu'un créateur, mais il a initié des choses tout à fait extraordinaires. Les autocars Greyhound, c'est lui qui les a redessinés, ou ses équipes. La Studebaker, si ça vous dit encore quelque chose. Il a participé au travail à l'élaboration de la bouteille de Coca-Cola, du logo Shell,
Et là, vous voyez, parce que c'est un petit clin d'œil, la cocotte le creuset, c'est aussi lui qui l'a dessiné. Voilà. Donc Raymond Lewy a été assez méprisé après par les designers. C'est un communicant, c'est un commerçant, mais il a quand même impulsé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Voilà, vous avez quelques-unes de... Alors, il avait une grosse agence qui a périclité un peu par la suite. Alors là, on arrive en Italie, puisque l'Italie, vous avez des grands architectes, et ces grands architectes n'arrivent pas à travailler parce qu'on est en plein fascisme. Du moins, je parle de la partie après 1900. Et donc, beaucoup se réfugient dans la création de mobilier. Alors, les Italiens deviennent leaders jusqu'à il n'y a pas très longtemps en matière de création de mobilier. Aujourd'hui, les industriels italiens font beaucoup travailler les designers français, et les Italiens ont un peu disparu aujourd'hui. L'Italie a été très puissante dans la production de mobilier et d'objets par son organisation, entre autres, en clusters dans les régions. C'est-à-dire que vous aviez souvent une entreprise qui faisait le commerce, qui revenait et qui distribuait à différentes entreprises le travail et qui ensuite les réunissait, les expédiait. Donc il y avait une distribution de travail qui permettait finalement à une industrie d'exister, mais en faisant vivre de l'artisanat ou de la manufacture, en fait, quelque part. Voilà, quelques exemples. Alors c'est pareil en Italie. Vous avez un personnage qui s'appelle Ettore Sottsass, qui dessine un objet que tout le monde adore, qui s'appelle la Valentine, et qui est une petite machine à écrire pour Olivetti. Et la machine a beaucoup de succès, mais personne ne parle de Sottsass, ça l'agace. Donc il crée un mouvement avec un certain nombre de jeunes, un mouvement qui s'appelle Memphis, contre les bourgeois exploiteurs, oui. Et il préconise d'utiliser toutes sortes de matériaux, la couleur, de délirer un petit peu dans les objets. Vous avez ce genre de choses qui sont plus ou moins appréciées, mais qui ont été l'objet de beaucoup de collectionneurs et qui ont toujours leur cote aujourd'hui. Voilà. Ah, alors, petit film. Oui, vous allez avoir deux petits films, de 3 minutes, puisqu'on va arriver en France, et je voudrais vous montrer ce qu'on racontait en France quand Pierre Paulin a démarré. Alice dormait quand le rayon légendaire vint la chercher au plus profond du sommeil. On ne résiste pas aux invitations de ce genre. Le rayon la conduisit par des chemins étranges, dans des palais merveilleux. Elle s'en allait un peu seulette quand même, quand soudain, un monde étrange s'animait, ordonnant une vie mécanique où Alice n'avait qu'à commander, réglant les feux du gaz de France pour sortir à point nommé les meringues ou le poulet demandé. Pierre Paulin, nous sommes très bien assis. Je dis pas ça pour vous faire de la publicité, parce que c'est un siège que vous avez designé. Et moi, si je voudrais qualifier en fait le meuble moderne, vous ne croyez pas que les deux critères principaux seraient peut-être le confort et la beauté, en ce sens qu'on est beaucoup plus confortable ici que dans un fauteuil classique? Si vous voulez, mais le critère de confort est un critère subjectif et le critère de beauté également. La beauté est déterminée par la logique de la construction, exclusivement, m'est avis du moins.
2 de ces pièces, le salon et le fumoir, sont tendues de laine beige. La troisième, la salle à manger, est blanche. Rigueur et souplesse, tel semble avoir été le choix du dessinateur. Il est jeune, il s'appelle Pierre Paulin. La particularité, tout au moins dans ce salon, est que les sièges sont intégrés à l'architecture d'ensemble et que le mur lui-même sert de dossier au siège. Il n'y a qu'un lustre et c'est tout le plafond de la salle à manger qui est un lustre. Les lustres sont dans quoi? Ce sont des cannes de verre. Des cannes de verre qui sont suspendues dans des trames, si vous voulez. C'est-à-dire que ça crée une sorte de plafond tout en verre, tout animé par le verre. Quel est, d'après vous, le critère principal? Je crois que le critère principal, c'est un critère économique. C'est que tous les gens puissent avoir ce dont ils ont besoin. Et éventuellement, du moins de choses possible, parce que on envahit le commerce, on envahit l'industrie de gadgets et les gens utilisent des choses qui ne sont pas utiles et pas nécessaires. Et je trouve ça très grave. En somme, vous voudriez le luxe pour tout le monde? Oui, mais un luxe choisi, déterminé pour son usage, en admettant que ce fût du luxe. Alors, c'est un petit peu un mélange. Vous avez les années sont... Après, j'ai essayé de vous montrer des choses qui sont un peu plus selon les décennies. Donc ici, pour vous raconter le design, il y a eu Monsieur Viennot qui a créé une agence où il réunissait des esthéticiens industriels, des ingénieurs, plutôt des dessinateurs, et qui a réellement créé le marché ou l'existence de l'esthétique industrielle en France. Voilà. Donc cette agence était assez dynamique. Un de ses membres était Roger Talon, qui est devenu un des designers également de l'agence, donc que j'avais créé en 67 et qui a réuni dans les années 70 aussi bien Pierre Paulin que Roger Talon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Roger est connu pour avoir dessiné des machines-outils, des trains, et en même temps à l'agence, Roger dessinait les trains, Pierre dessinait les gares, et nous avions un troisième designer qui dessinait les uniformes. Donc on était capable de rendre un service éventuellement à un industriel ou à une institution de A jusqu'à Z, et c'est ce que nous avions décidé d'appeler du design, en fait, une réflexion globale. Alors, là vous avez un exemple, nous avons travaillé sur la gare de Versailles-Rive-Gauche, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et l'intérieur, je pense... Ouais. Alors, juste pour la petite histoire, la SNCF avait décidé de mettre à 3 mètres, de mettre un plafond, et nous nous sommes beaucoup battus pour garder la structure qui était magnifique, puisque c'est juste un lieu de passage et pas un lieu de séjour. Il n'y avait pas besoin de chauffage ni rien, donc on a bataillé pour garder la structure et qu'elle reste belle. En même temps, nous avons travaillé sur le logo de la SNCF, qui est resté très longtemps, celui-là. Alors là, c'est un petit peu après, mais vous avez, avant l'arrivée de l'esthétique industrielle, dans les années 40, l'arrivée de l'Union des artistes modernes, avec Charlotte Perriand et Prouvé, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc là, vous avez des sièges de Charlotte Perriand. Elle a une très belle exposition en ce moment à Paris, à la Fondation Vuitton, et c'est un personnage qui a beaucoup compté, qui a rapproché beaucoup les architectes de l'artisanat. Elle a fait de magnifiques projets, et c'est un personnage important. Là, c'est le travail de Prouvé. Lui, Prouvé, il disait que le beau vient de la manière de construire et de la fabrication, et c'était pas des gens qui avaient la préoccupation du beau. L'utile était important, et là, ne pas oublier qu'on est en France dans la reconstruction, où par ailleurs l'architecture est malheureusement d'une assez grande médiocrité, pour des raisons d'urgence et d'argent. Ça, c'est le tout premier siège que Pierre a dessiné, et si vous connaissez un peu les meubles scandinaves, il est quand même terriblement inspiré du mobilier scandinave. Pierre avait été faire un voyage en 1948 dans les pays du Nord après la guerre,
Et il en était revenu absolument ébloui par le rapport entre l'objet, la nature et ce que construisaient à ce moment-là les grands architectes tels Aalto, que vous connaissez peut-être. Voilà quelques productions des années 50. Ce siège qui avait été fait pour Tenay, je vous le montre parce qu'il vient d'être réédité. Il est de 1952 et juste pour dire, c'est un grand succès aujourd'hui. Donc 70 ans après. Il est très simple. Ça, c'est un siège des années 60 qui a connu une grandeur de gloire aux États-Unis, qui est une sculpture. Ce que je n'ai pas dit et qui était dans le titre, c'est qu'en fait, Pierre se destinait à la sculpture. Et il a été tailleur de pierre à Beaune, en Côte d'Or, et il a eu un accident qui lui a sectionné un nerf, et il n'a donc pas pu faire ce métier qu'il aurait souhaité faire. Mais on le sent dans tout son travail après. Il y a un geste, il y a une sculpture. Derrière tous ces sièges, vous pouvez tourner autour de ce qu'il a fait. Bon, voilà, des agencements. Vous allez avoir. Je vais passer assez vite parce qu'on m'a dit que j'avais pas 1 minute par diapo. Alors ça, c'est un agencement qui a été fait. Vous voyez la maison de la radio, la maison ronde à Paris. Donc ça, c'est un agencement qui a été fait en 61 et que la maison de la radio vient de refaire à l'identique. Je vous montre ce magasin, il a aussi un intérêt. Il est à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue du Bac. Pierre l'a fait en 1961 et c'était la première fois qu'au lieu de rajouter quelque chose pour montrer un magasin, on utilisait l'immeuble, on valorisait l'immeuble simplement par cette devanture. Le magasin est toujours tel qu'il est, tel qu'il a été conçu en 61. Voilà, quelques meubles, quelques sièges. Il en a fait, à mon avis, un peu plus d'une 60aine, on n'a jamais compté. Voilà, l'époque. Ce siège a aussi une petite histoire, pardon, je vais revenir rapidement. Quand l'industriel a vu ce siège, il a dit non, ça je produis pas, c'est pas intéressant, mais il en avait fait une dizaine d'exemplaires. Et son fils a pris ces sièges, et quand il a vu comment les enfants et les gamins l'utilisaient, il l'a lancé en fabrication, et ça a été un très très gros succès. Bon, le même que tout à l'heure. Le textile que vous voyez a été fait par un créateur important américain qui s'appelle Jack Lenor Larsen, qui a beaucoup milité pour Art and Craft aux États-Unis, et c'est lui qui a introduit Pierre aux États-Unis en même temps, donc c'est une grande histoire. Là, vous revoyez le siège que vous avez peut-être vu pour le pavillon français d'Osaka, et donc c'est un siège qui peut se vendre au mètre, et qui a une particularité, je n'ai pas retrouvé l'image malheureusement, sont des dalles, des pièces de métal que vous mettez au sol, que vous positionnez, et on clipse simplement les boudins qui ont une fente et qu'on positionne, auquel on donne la forme qu'on veut en fonction de l'usage. C'est une invention assez intéressante. Alors, toutes les années 70, Pierre, nous avons donc une agence qui a beaucoup grandi. Et bizarrement, après son travail à l'Élysée pour Pompidou, personne ne voulait le faire travailler. Là, en France, malheureusement, à l'époque, en tout cas, quand vous aviez travaillé pour un président de droite, les musées vous fermaient les portes, vous n'étiez pas fréquentable. Et Pierre, qui n'était déjà pas un homme très sociable, qui n'appartenait à aucun groupe, à aucun groupement, s'est retrouvé vraiment très, très, très seul. Et pendant près de 10 ans, nous l'avons effacé au sein de l'agence, et il a dessiné des produits qui ne sont pas signés, et on le cachait presque dans les premières années jusqu'à ce que les choses s'oublient un peu. Donc là, vous avez on a beaucoup travaillé pour Calor et Tefal, cette marque-là, un des premiers fer à repasser de voyage à vapeur. Voilà, ça c'est une plaisanterie, je l'ai raconté. J'ai voulu, comme Pierre a une dizaine de sièges au MoMA à New York, j'ai voulu envoyer un des abattants de WC en disant Pierre est le spécialiste du siège. Ils n'ont pas aimé, ça n'a pas marché. Ça c'est une chaise que peut-être vous avez vue dans de nombreux cafés. Elle s'est vendue par je sais pas, c'est colossal en fait, hein.
donc je ne peux pas vous dire. C'est une invention d'un ingénieur français qui a permis de sortir une chaise monobloc d'une pièce. Nous en avions fait une autre avant pour Alibert, mais qui était en 2 pièces et qui s'est aussi vendue par des quantités importantes. Là, vous avez ce que le MoMA présentait il y a 3-4 ans, je crois, mais ils ont une dizaine de pièces. Là, j'arrive au Louvre pour vous montrer que dans ces années-là, Pierre a continué à travailler pour des institutions importantes et en même temps à faire, comme j'ai montré, des abattants de WC. Au Louvre, il a travaillé pendant plus de 10 ans et c'est lui qui a fait toutes les protections dans la Grande Galerie, les sièges de la Grande Galerie. C'est lui qui a défini les couleurs des murs et qui a fait les barrières de protection également. En ce moment, vous avez l'exposition Soulage dans le Salon Carré et c'est Pierre qui a aménagé le Salon Carré. Voilà, le voilà sur le siège donc qui était présenté à Osaka en bleu, blanc, rouge. Siège qui avait été fabriqué par le Mobilier National. Hein. Voilà. Hop, là vous êtes de nouveau à l'Élysée. L'Élysée toujours. Conseil économique et social, là, avec des sièges et 7 tapis différents. Cette table qui a été faite pour Strafford, je vous la montre, elle a juste un petit intérêt. Je vous montrer que il s'agit pas, quand on est designer, de faire un petit dessin sur un coin, mais qu'il y a des plans, il y a des choses très compliquées qui rentrent en ligne de compte. Et là, vous aviez, par exemple, dans ce bureau, le coin la cornière qui paraît décorative, en fait, s'enlève et permettait de passer la filerie à travers le pied sans déranger. Voilà. Ça, alors c'est un petit bout du fauteuil de François Mitterrand, puisque après avoir travaillé pour Pompidou, je crois qu'on était les seuls permanents de l'Élysée, puisqu'on a travaillé aussi bien pour Chirac que pour Mitterrand. Donc on a aménagé complètement le bureau et tous les meubles du président. Ça, c'est à la mairie de Paris, la grande salle des tapisseries. Et vous avez toutes les créations des années 80, où après ces années 70, je disais que Pierre a un peu disparu et travaillé beaucoup dans l'industrie, il a eu un besoin urgent de se remettre à faire son latin, comme il disait, et il a travaillé avec les ateliers du Mobilier National, et il a fait des meubles qui s'inspirent de la tradition et qui sont parfois fabriqués comme dans la tradition, avec les ouvriers de l'atelier. Et il a adoré cette période. Là, je vous décris pas, je crois que dans le film, on en parle largement. C'est une installation à l'ambassade de France à Londres. Le siège curule qui était toute cette série des meubles de retour, en fait, à comment on faisait des meubles artisanaux. Voilà, une table. Alors, à la même époque, on a aménagé peut-être ce hall, vous le connaissez. C'est le hall de départ de la gare de Lyon, le hall TGV, où vous avez 1 hectare de terrain. Et sur 1 hectare de terrain, il fallait faire oublier que le plafond était très bas. D'où vous avez ce dessin. Alors quand nous l'avons fait, toutes les publicités étaient incorporées dans les murs pour pas prendre l'espace. Aujourd'hui, il y a un fouillis, enfin il y a beaucoup de choses à l'intérieur, ça ne ressemble plus. Le plafond est en mauvais état. Nous sommes en discussion de restauration et d'amélioration puisque, comme à l'Élysée, les techniques d'éclairage, les modalités d'éclairage sont considérablement différentes de ce qu'on avait dans les années 70. Donc, pour la petite histoire, je l'ai raconté déjà, le sol s'est fait en pierre de Bourgogne et lorsque le président de la SNCF à l'époque a vu les maquettes, il a regardé, il a dit « ouais c'est bien mais je mettrai pas ça chez moi ». Donc ce qui était quand même pas le problème. En parallèle, vous avez le train corail et le TGV qui étaient dessinés par Roger Talon. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux vous raconter? Oui, tout a changé, hein, tout est en train de changer n'importe comment. Ça, c'est une petite différence entre ce qu'on appelait esthétique industrielle et design. Sur le côté gauche, vous avez un objet qu'on arrange quand il est conçu, et sur le côté droit, vous avez un objet qui est réfléchi d'emblée à comment, avec le même usage, il pourrait prendre moins de place et être un peu plus agréable.
Ça, c'est une des premières productions faites par imprimante 3D. Je crois que personne ne soupçonne à quel point les choses vont changer dans les années qui viennent, à plus ou moins court terme. L'imprimante 3D va permettre de faire énormément d'objets d'usage courant. Ça va modifier et la production, et les systèmes commerciaux, les systèmes de vente. Ça va être quelque chose de d'assez énorme et de banalisant aussi, d'une certaine manière, d'où un certain retour vraisemblablement à l'artisanat et l'objet presque unique. C'est mon avis. Hop. Alors, oui, ça c'est un petit rappel. Oui, pour dire comment le terme designer a évolué, parce que ça n'existait évidemment pas en France. Les gens étaient des ensembliers décorateurs, sont devenus des décorateurs, puis des architectes d'intérieur, puis quelques-uns sont devenus designers, dont Pierre. Voilà, mais avec un peu de contestation. Par exemple, Pierre venait donc de la décoration et Roger Talon était ingénieur. Et j'avais les deux dans l'agence. Ils étaient souvent en conflit parce que un pensait que l'autre savait pas travailler et l'autre pensait à peu près la même chose. Donc ils respectaient malgré tout leur travail, mais c'était tout de même, les ingénieurs ont un peu eu du mépris pour les designers venant de la décoration. Et voilà. Pas seulement pour les designers. Oui. Et bah non, ça vous l'avez vu. Je sais pas pourquoi je l'ai remis. Voilà. Bon, ça je vous l'ai raconté. Je crois qu'on va pouvoir. Oui, aujourd'hui, le design, ça devient. C'était une méthode, mais ça le devient beaucoup. Et il y a beaucoup de textes qui sont produits. Alors on parle de design thinking, les collectivités locales, les administrations, tout le monde se met à se faire du design. Mon expérience, moi, c'est que on peut produire toutes sortes de textes. Il n'y a pas quelqu'un qui a du talent pour traduire tous ces textes en objets ou en réalisation. Ça reste beaucoup de textes. Donc il faut être très méfiant encore par rapport à toutes les modes qui se lancent dans des grandes réflexions pour préconiser des choses. Bon, je crois beaucoup à la cohérence de ce qui est produit par une institution ou une entreprise, mais de là à tout régenter, c'est quand même un petit peu énorme. Voilà. Ouais. Je vous laisse. Oui, le Japon, qui était copieur, considéré comme copieur, est en train de nous envoyer des créations absolument fantastiques où le design a un rôle majeur. En Chine, où je suis allée il n'y a pas très longtemps, avant les microbes qui circulent, je commence à voir des choses émerger qui sont aussi extrêmement intéressantes. Les Pays-Bas ont une école extrêmement dynamique et donc des designers émergent talentueux également. L'Espagne, le Portugal également. Voilà. Et que retenir? Le design s'apparente à un mode de réflexion responsable pour l'homme et la planète qui s'intègre aujourd'hui aussi bien dans les entreprises que dans les institutions et dans les villes. Dès qu'il y a transformation des usages, le design intervient. Voilà. Je crois que c'est tout. Et on va mettre le petit film. Et clique encore. Je clique encore. Ah, oui, pardon. Ça, c'est pour vous montrer que le design mène aux Cévennes, puisque c'est notre paysage. Et ça, c'est un petit clin d'œil, puisque c'est une exposition qui s'est terminée hier à Paris, chez Sotheby, et qui était jolie. Et j'aime beaucoup l'idée, Pierre Paulin, et une pensée au présent. Ça me faisait beaucoup plaisir. Voilà. Et c'est tout. J'avais oublié. Oui, le petit film. Oui, voyez le petit film, c'est 8 minutes. Hein. Entre Pierre Paulin et le Mobilier National, c'est une longue histoire d'une collaboration exceptionnelle qui a duré 40 ans.
au sein de cette vénérable institution séculaire qui a charge de meubler les demeures de l'État, c'est plus précisément avec l'atelier de recherche et de création, l'ARC, créé en 1964 par Jean Coural, que Pierre Paulin développe diverses assises et objets. Leur collaboration débute avec le projet d'aménagement du Louvre, dont le chef de projet est Michel Laclotte. Il s'agissait de montrer qu'il y avait en France aussi une génération nouvelle de créateurs de mobilier contemporain. On disait moins à l'époque le design, qui allait damer le pion, en tout cas se mettre au niveau de ceux qui à l'époque faisaient la loi, c'est-à-dire les Italiens, les Milanais, et d'une certaine façon les Danois et les Scandinaves en général. Alors effectivement, moi j'étais nommé au département des peintures peu de temps après que Jean Coural se soit installé ici, en 66, et très tôt nous avons voulu que tous les éléments nouveaux que nous avions à mettre en place pour la muséographie, les banquettes, les vitrines, les garde-corps, etc., soient contemporaines. Et à ce moment-là, j'ai demandé précisément à Jean Coural de me proposer un designer. Et il m'a dit, à mon avis, si tu prends un seul designer, il te mangera. Si tu en prends deux, ils se boufferont entre eux, prends-en trois. Il m'a composé un cocktail de trois grands designers, Pierre Paulin, André Montpois et Joseph-André Motte, qui en fait ont travaillé ensemble et on a décidé de mettre en compétition nos trois designers. C'est Pierre Paulin qui a gagné ce petit concours interne avec ses banquettes très belles qui annoncent complètement ce qu'il fera plus tard à l'Élysée. Je crois d'ailleurs que cette banquette a un peu éclairé Monsieur et Madame Pompidou sur le style de Pierre Paulin. Les voici filmés juste après l'élection présidentielle, leur premier jour à l'Élysée, où ils visitent leur nouvelle résidence. Des appartements tellement classiques, tellement vieillots, que c'est peut-être ce jour-là que les Pompidou décidèrent d'en moderniser une partie. En 1969, la maquette des appartements privés est présentée au couple Pompidou. On reconnaît le thème cher au designer, l'architecture textile qui resculpte l'espace. 3 cellules dissimulent les murs du palais de l'Élysée. La voûte du premier salon, en forme de tunnel, s'ouvre sur un mur où seront accrochés des tableaux. Le second salon est une abside, dont les cloisons textiles émergent des sièges et leur servent de dossier. Les murs ogives de la troisième salle s'ouvrent sur les 9000 cannes de cristal d'un plafonnier géant. Amortis par l'épaisse moquette, les bruits des grands de ce monde ne passeront pas les murs de ces salons. Nous entrons maintenant dans la première des 3 autres pièces de la partie de l'Élysée réaménagée. Première impression, les lignes courbes dominent. 2 de ces pièces, le salon et le fumoir, sont tendus de laine beige. La troisième, la salle à manger, est blanche. Rigueur et souplesse, tel semble avoir été le choix du dessinateur. Il est jeune, il s'appelle Pierre Paulin. Il s'agissait en l'occurrence de respecter les lieux tels qu'ils se présentaient préalablement. Ce sont des boiseries Napoléon III, qui se trouvent d'ailleurs derrière les murs que l'on peut voir ici. Le président m'a demandé que ce chantier corresponde à aucun bruit. On ne pouvait pas faire aucun bruit. Donc, c'est ces recommandations ou ces impératifs qui ont fait que j'ai développé un projet qui était constitué de pièces détachées qui s'assemblaient avec des clés sur place, comme on monte un mécano, et qui faisait un minimum de bruit. La salle à manger a été faite en polyester. Je n'avais pas envie de la faire en tissu, compte tenu des possibilités d'odeur qu'il pouvait y avoir dans cette salle. C'était, à mon avis, pas raisonnable. Donc, elle s'est résumée à des murs qui se retournaient en plafond en matière plastique, fabriqués dans le nord de la France par un petit entrepreneur qui faisait des bateaux de pêche et qui nous a réalisé ces pièces qui faisaient 6 à 7 mètres de haut et avec un porte-à-faux de 3 ou 4 mètres. Alors, pour vous donner une idée de la manière dont les choses se présentaient, les murs étaient donc lisses, avec des joints extrêmement visibles, de manière à créer des espèces de profils, comme s'ils étaient des colonnes qui se retournaient vers le plafond. Ces parois en plastique avaient une espèce de bord qui ressemblait à une colonnette et qui se rejoignait au plafond. Et la partie du plafond était laissée vide et laissait apparaître un lustre qui couvrait l'ensemble de la pièce.
Les lustres en question étaient constitués de cannes de cristal. Et comme la voûte avait une espèce de forme assez complexe, les cannes de cristal accompagnaient la forme des volutes du plafond. Et l'effet n'était pas mal. S'adaptant aux différentes heures du jour, de la nuit, le stupéfiant plafonnier de la salle à manger est sur variateur. Et si le tracé de sa structure est projeté au sol, s'y dessine alors l'exact emplacement de 2 tables. 4 pétales constituent le piétement des tables, dont les plateaux de verre fumé renvoient l'image du plafond lumineux. À chaque table peuvent s'installer 12 convives. Au sol, il y avait, sur une moquette très épaisse, 2 très grandes tables qui pouvaient s'assembler d'ailleurs pour faire une table unique, comme on me l'avait demandé. Et les sièges, les chaises, les fauteuils étaient tout en aluminium. J'aurais pu les faire dans des matériaux plus faciles, mais là, les faire en aluminium, c'était très complexe. Surtout que nous ne pouvions pas utiliser, avec les gens du Mobilier National, de l'aluminium injecté. Nous ne pouvions utiliser que de l'aluminium coulé par gravitation, et ce qui rendait les choses extrêmement difficiles. Et il fallait avoir la toile, c'est le terme qu'on emploie dans les techniques de la fonte, la toile de l'aluminium ne devait pas dépasser plus de 4 mm. Alors ça a été d'une grande difficulté. L'habillage de l'aluminium est constitué d'un revêtement en matière plastique qui a été utilisé d'ailleurs pour revêtir l'intérieur des cellules des cabines Apollo et des LEM. En 1981, Pierre Paulin dessine cette sculpturale table cathédrale à l'enchevêtrement gothique de lames d'aluminium, découpées au laser pour l'extrême précision de leur emboîtement. Cette table majestueuse n'est pas sans rappeler une autre table, basse, rosace lumineuse, belle œillade du designer à l'oculus du Moyen-Âge. Le motif en ogive décliné sur les tables et canapés de l'Élysée se retrouve sur le tout dernier objet conçu par Pierre Paulin avec l'atelier de recherche et de création en 2007. L'équipe de l'Arc et les tapissiers du Mobilier National gardent un grand souvenir de cette collaboration avec Pierre Paulin. Pour nous, Pierre Paulin, on le connaissait par rapport au salon qu'on avait restauré à l'Élysée, puisque en tant que tapissier, on avait déjà participé à la restauration du salon Pierre Paulin. Il nous a vraiment aidé pour la création. Lui était ravi de travailler avec nous. Il avait pour une fois la possibilité de réaliser un objet 100% Mobilier National. Tout s'est réalisé ici et aujourd'hui, on est très fiers de dire que ce service a commencé à travailler avec Pierre Paulin. En tout cas, pour un tapissier qui aime le contemporain, c'est quelque chose qui se produit une fois. Si Pierre Paulin a marqué ses techniciens hors pair, leur adhésion à son projet est probablement sa dernière grande émotion de designer. Merci Maya de nous avoir fait revivre toute cette carrière extraordinaire de Pierre Paulin, dont on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants, et qui s'emboîte très bien maintenant dans notre esprit grâce à ta présentation, ces 2 petits films, etc. Est-ce que vous avez des questions à poser, des commentaires à faire, des précisions à demander à Maya? André, tu vas lancer la discussion comme d'habitude. Il me semble qu'il faudrait aussi ajouter que le Bauhaus était une formidable concentration d'architectes, ingénieurs, designers, tous de gauche ou d'extrême gauche. Et que ce qui explique leur ambition permanente de faire des objets pour tout le monde, des objets qu'on puisse diffuser de façon massive, de l'habitat très fonctionnel des bons marchés, etc. Et que c'était une des raisons pour laquelle les nazis ne les aimaient pas. Oui, alors c'est vrai
Et en même temps, ils étaient quand même plus artistes, même dans cette démarche. Plus que l'école d'Ulm, qui réellement, elle, a fait des vraies avancées. Le Pierre, qui est complètement issu, malgré tout, de ces générations-là, ne rêvait que de faire des produits accessibles à tout le monde. Mais dans les années 60, quand il a commencé à dessiner certaines de ces formes, les gens n'en voulaient pas. Et donc, comme ils n'en voulaient pas, les fabrications étaient faibles, donc le coût était élevé et le prix était élevé. Donc, mais il rêvait de faire des produits accessibles, comme beaucoup de designers. Alors, j'ai pas parlé d'écologie, on parlait pas d'écologie à l'époque, bien entendu, même si on avait le souci du service à rendre. Aujourd'hui, on est entré dans des utilisations de la nature, des produits naturels à transformer pour éviter les produits qui arrivent du pétrole. Il y a des bouleversements qui sont en train de se faire. Je peux pas dire que je les suive quand même au jour le jour maintenant, mais enfin, je m'intéresse quand même à ce qui se passe. Une petite chose, quand il parle dans le film des matériaux qu'il a utilisés pour l'Élysée, je voudrais juste vous rappeler que le président Pompidou voulait faire entrer la France dans la modernité. Donc, dans sa demande, il lui avait dit « Je veux que vous utilisez des matériaux de demain, des matériaux du futur, d'où les peintures Nextel, d'où ce qu'il a utilisé en fait pour travailler. » Voilà. Les deux premiers salons que vous avez vus ont été démontés par Giscard d'Estaing. La salle à manger est toujours en état. Elle est toujours présente en mauvais état. Voilà. Oui, bon, c'est vraiment extrêmement intéressant votre intervention. Une question que je me pose, moi, lorsque les salons ont été dessinés, est-ce que les toiles, enfin, les peintures qui devaient y être accrochées, est-ce que ça rentrait en considération pour la création? Bon, je pense aux peintres qui aimaient Pompidou, par exemple, Agam, c'est des gens comme ça. Alors, Agam avait fait le premier salon, l'antichambre de ces trois salons. L'antichambre a été construite par Agam, complètement, d'une manière cinétique. Ensuite, vous aviez les tableaux, effectivement, que les Pompidou appréciaient beaucoup, et évidemment, il fallait en tenir compte dans l'accrochage, toujours. Alors, vous aviez parlé aussi, une deuxième question, vous avez parlé aussi de ce qui se passait dans les pays nordiques. Oui. Est-ce que votre mari était en étroite collaboration avec eux ou pas? Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble? Alors, non, il a travaillé pendant très longtemps avec une entreprise de Hollande, des Pays-Bas. Donc, ça a été l'entreprise qui lui a permis de développer tout ce qu'il avait envie de faire. Et ça, dès les années 58. Pour les pays scandinaves, au-delà, on va dire, de la Hollande, il n'y avait pas de collaboration, mais il a eu des vraies influences. Il ne le cachait pas. Ces grandes influences viennent des pays scandinaves et de deux designers américains qui sont Ray et Charles Eames. C'était absolument des gens qu'il appréciait et qu'il trouvait tout à fait formidables. Il a eu une petite formation à l'école Camando qui lui a appris les styles. Et je pense que ça se sent énormément dans son travail des années 80, en tout cas, mais même dans les formes plus d'avant-garde, on va dire, de l'époque des années 60, où il a toujours respecté l'équilibre, une forme d'élégance dans toutes les choses qu'il a produites, qui font, à mon avis, que ces objets tiennent pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart aujourd'hui, les gens les regardent presque comme des classiques. Voilà. Une autre question, commentaire? Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, tu as apporté quelques ouvrages.